Ils sont parfois les Congolais. Vous m'empêchez qu'on peut la Rwanda. Bon. Hier, on avait terminé par... et il y avait un suspens, quelques petits points sur lesquels on ne savait pas exactement comment interpréter cela. Position. Nous sommes libres du sport. Nous avons déjà du support. Déjà, là, le président, c'est la juridiction. À cette question-là. Moi, je voudrais revenir sur la présentation du soir pour ce qui concerne la juridiction compétente. C'était une question à laquelle moi personnellement je n'ai pas bien compris. Vous avez démontré que pour recouvrer une dette, il fallait que le créancier réunisse certaines pièces, en l'occurrence, le pièce qui stipule la dite créance et rédiger quant à ce une requête adressée au président compétent, à la juridiction compétente plutôt. Maintenant, ma grande préoccupation est celle de savoir, dans cette procédure de requête, puisque vous mettez les pièces, vous annexez les pièces à la requête, et vous vous adressez au tribunal compétent pour recouvrer la dette. Quand est-ce qu'intervient l'assignation? Puisque la requête, on l'adresse au président dans sa chambre, ou soit à la juridiction, à l'audience. Si c'est à l'audience, comment ça se passe? Puisque plus loin, vous avez encore expliqué que le président va essayer de concilier. Cette conciliation va-t-elle se passer à l'audience publique, soit dans la chambre du président? Nous avions eu une petite confusion sur la juridiction qui pouvait opérer la saisie conservatoire. Pouvait se limiter au niveau du cabinet du président. Et lorsque le président passe par cette procédure de conciliation et que la conciliation n'aboutit pas, c'est alors qu'on pourra dresser une assignation en recouvrement de la dette. La procédure de la requête aboutit et on commence par l'assignation. Nous avons compris. Oui. Tous nous avons là essayé de préciser les choses par rapport à cette procédure. C'était surtout une observation. Il pouvait peut-être corroborer à la préoccupation de tout à l'heure de Maître Kaboulou. Mon observation, c'est juste de la manière dont doit se dérouler la conciliation devant le président de la juridiction concernée. Pour arriver à cet aspect des choses, je peux peut-être me référer à ce qui se passe au niveau de l'inspection du travail. La conciliation à l'inspection du travail se fait, bien entendu, après qu'il y ait la plainte de la partie diligente. Et quand les deux parties se présentent, il y a d'abord, dans un premier temps, les déclarations de chacune des parties, où chacune des parties présente ses moyens de défense. Est-ce que
C'est ça. Donc j'ajoute ma question à celle de Maître Kaboulo pour que ce soit débattu une fois parce que ça va de pair. Est-ce que la conciliation telle que ça se passe dans la phase en matière de travail pourra-t-elle se passer en matière de recouvrement des créances comme nous l'avions vu hier? Pourquoi? Parce que vous avez dit, si la tentative de conciliation ne tient pas debout, directement, les partis plaident. Et en plaidant, c'est devant un seul juge, parce que la conciliation n'a pas abouti à cette instance-là. Ou on va encore recourir en attendant l'avis du ministère public et consort, parce que là, c'est l'audience. C'est là où j'ai trouvé aussi un peu de confusion. Commencer quelque part, on a évolué, des étapes, on est arrivé à la fin. Parce que quand vous mettez tout ensemble, on ne va pas s'en sortir. Dans l'exposé, on a évolué à chaque étape, n'est-ce pas? On a exposé, nous sommes arrivés à cette étape, nous arrivons à celle-ci, nous arrivons à l'autre. En tout cas, nous avons exposé de manière assez claire et linéaire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut quand même nous dire par où ça commence, par où ça se termine, au moins. Oui, mais... Je pense que cette discussion ne pouvait pas avoir lieu aujourd'hui, dans la mesure où, hier, que ce soit le président du TP, que ce soit le président du TGI, chacun a voulu avoir des éclaircissements là-dessus. Et l'éclaircissement que nous avons eu est la suivante. On a commencé par considérer qu'il devait y avoir une requête. Et nous avons dit, tout était déterminé par la compétence matérielle, à savoir le montant. Ça dépendait de ce que ça relevait de la compétence du TP ou de la compétence du TGI. Et dans tous les deux cas, une fois que la requête a été introduite, eh bien, la deuxième phase, c'était l'ordonnance d'injonction à payer. Et donc, une fois après avoir fait cette injonction, 15 jours après, si l'autre partie ne fait pas opposition, alors à ce moment-là, la seconde phase, ce sera l'ordonnance, plutôt l'exécutoire. Ok, ça revient maintenant le caractère exécutoire, donc sous forme de jugement presque. Mais dans l'hypothèse où l'autre partie voulait faire opposition, il va le faire par voie d'assignation. Assignation en opposition, nous avons beaucoup parlé là-dessus. Et maintenant, la question était celle de savoir, lorsque l'individu assigne en opposition, on doit maintenant passer à la conciliation. Cette conciliation doit-elle se faire dans le cabinet du président ou bien à l'audience? On a répondu que c'était à l'audience. Et on a même dit, est-ce que pendant cette période-là, l'autre partie, si l'autre partie faisait défaut, quelle sera la solution? Nous avons dit que la décision à intervenir était réputée contradictoire, que l'autre partie se soit présentée ou pas. C'est là où le président du pays a dit, mais est-ce que, quelle va être la composition du tribunal? Le ministère public sera-t-il là-bas? Cela veut dire que le ministère public, on va requérir son avis? La réponse était que pour l'acte uniforme, on dit seulement devant la juridiction. Quelle que soit la composition, si votre juridiction en droit interne, elle est composée de 3 juges, tant mieux que ces 3 juges soient là. Si c'est un juge, tant mieux que ce juge-là soit là. Mais néanmoins, cette audience de conciliation, c'est devant la juridiction, donc devant le tribunal et non dans le cabinet du président. Alors c'est ça qui s'était dit. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens n'étaient pas d'accord à cette interprétation de dire que c'est devant la juridiction et devant le cabinet. Et c'est là peut-être que le débat peut être lancé. Je dis je vous remercie. Je pensais que ce serait mieux qu'on avance d'abord avec la matière. Nous avons ici les 2 chefs de juridiction. Le tripé, qui est représenté par le président du tribunal de paix, et le président du tribunal de grande instance. Nous allons nous ressourcer. La matière ne va pas terminer aujourd'hui. Concernant nous les conseils, nous allons aussi savoir comment est-ce que ça se fait ailleurs. Et le président d'une juridiction faut aussi appeler la hiérarchie, comment est-ce que ça se fait, la conciliation, tout ça. Ce qui est nécessaire, oui, ce qui est nécessaire, qu'on avance avec la matière, nous aurons le temps où nous allons encore nous retrouver avec les chefs de juridiction pour se partager. Parce que dans cette matière, nous sommes des juristes. Il y a ceux-là qui ne sont pas des juristes, mais qui veulent quand même connaître comment est-ce que ça se passe. Nous pensons que nous pouvons penser et nous aurons encore beaucoup de temps. Nous-mêmes, nous allons rester, nous allons évoluer.
Sinon, nous allons discuter, chacun prendra la parole, on se retrouvera à 12 heures et la matière ne sera pas étanche. Nous pensons que vous pouvez aller comme ça. Les autres questions, peut-être que vous n'allez pas les épuiser aujourd'hui. Nous avons, c'est la science, c'est complète. Bon, on va pouvoir évoluer, mais il faut conseiller les bases. C'est ça. Par rapport aux dispositions, qui sont déjà couchées dans l'acte uniforme. C'est-à-dire qu'il faut les lire, les comprendre comme tels. Dans la pratique, on va se poser des questions, mais ce sont les praticiens qui vont résoudre les questions pratiques. Mais les questions juridiques qui sont déjà tranchées, on n'y revient plus. On peut ne pas être d'accord, mais ça ne change rien à moins que vous soyez le législateur et que vous y revenez. Maintenant, pour évoluer sur de bonnes bases quand même, c'est pourquoi nous revenons un peu sur le texte pour la confusion. Il y a ici le texte, mais il y a aussi un peu de la doctrine sur laquelle on va pouvoir lire avant de pouvoir avancer là-dessus. Articles 10, 11 et 12, pour un peu essayer que vous consommiez d'accord sur ce que disent les textes. On commence par discuter sur le texte. 10, 11 et 12. Article 10. L'opposition doit être informée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté éventuellement de délai de distance. Toutefois, si le débiteur n'a reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. Ça c'est 10. Prenons 11 aussi. Oui. 11. L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition, deux points de citation. Premier tiré, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer. Deuxième tiré, de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l'opposition. 12. La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets aboutissent souvent à un échec. Et l'acte uniforme dans ces cas dispose que la juridiction saisie statue immédiatement sur la demande en recouvrement par une décision contradictoire, même en l'absence du débiteur à l'opposition. Je crois que pour le reste, nous allons pouvoir davantage lire, et c'est la pratique qui va pouvoir nous dire exactement ce qui se fait. Donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'il y a la juridiction, c'est devant la juridiction donc qu'on tente la conciliation. Je crois que c'est une chambre qui tente. Mais lorsque la conciliation réussit, ce n'est pas la chambre, c'est le président.
de la juridiction. Si la conciliation échoue, la Chambre est apprise, donc on va pouvoir examiner le fond de la chose et pouvoir trancher de manière par une décision qui est en tous les cas contradictoire. Je crois que pour le reste, la pratique qui va pouvoir nous aider à pouvoir clarifier là-dessus, parce que ceux qui ont écrit là, ils sont dans le Rwanda depuis assez longtemps, mais ils disent, bon, ils nous donnent un peu leur version des choses. La pratique congolaise aussi va pouvoir nous dire, oui, président. Oui. J'ai essayé, comme le courant est là, on peut mettre les choses, la manière dont la conciliation peut être menée. Et je me suis rappelé que lorsque nous avons été juges de paix, nous avons appris que l'étape de conciliation préalable, lorsqu'on est saisi en matière de divorce, il y a deux étapes importantes. Il y a la conciliation des époux, qui est menée par le président de la juridiction et qui peut déléguer son pouvoir à un autre juge. Et s'il y a conciliation, on établit un procès verbal de conciliation. Mais s'il n'y a pas conciliation, on constate qu'il n'y a pas conciliation entre époux et on envoie l'affaire à l'audience publique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la procédure de divorce, même lorsqu'on est en audience publique, la conciliation n'est pas terminée, n'est pas exclue. C'est comme ça que j'ai compris la conciliation à laquelle le Rwanda fait allusion. Ça veut dire qu'on peut être en audience publique, mais on continue toujours à tenter de concilier les parties. Parce qu'en divorce, même quand on est en audience publique, les parties, les époux peuvent arriver à trouver un compromis et les juges ne vont plus continuer avec l'audience publique. Il va constater à l'audience publique cette conciliation. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec tout le monde. Cela étant dit, nous sommes toujours sur le même acte uniforme. Autant procédure simplifiée de recouvrement et de voie d'exécution de recouvrement. Nous avons terminé avec cet échange qui constitue un rappel de ce que nous avons pu examiner hier. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les voies d'exécution. Nous allons pouvoir toute la journée passer en revue l'essentiel de cet acte uniforme. Il est évident, compte tenu de l'abondance de la matière, qu'on ne peut pas tout épuiser, tout comprendre. Juste ce que nous faisons, c'est susciter l'intérêt des praticiens à pouvoir apprendre davantage par eux-mêmes, lire et comprendre, c'est tout. Donc, c'est une formation pour adultes et adultes. C'est vous qui apprenez. Vous avez des questions. Vous allez pouvoir, par rapport à ces questions-là, faire des recherches pour pouvoir trouver les réponses appropriées. Alors, aujourd'hui, la deuxième partie qui concerne les voies d'exécution. Et avant toute chose, sur le point que l'exécution relève presque exclusivement des huissiers. C'est une
matière pour les huissiers. Lorsqu'il y a contestation, et donc pour donner réponse à cette contestation, le président intervient. Ou alors que le greffier sur terrain rencontre des difficultés dans l'exécution. À ce moment-là, il se réfère au président pour trouver solution à son problème. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que nous devons déterminer quelles sont les parties impliquées dans la saisie. Les parties qui sont impliquées dans une procédure de saisie. La partie, c'est le créancier et c'est le débiteur. Donc, le créancier qui va avoir l'injonction de payer, n'est-ce pas, n'a pas obtenu paiement à l'amiable. Et donc, le débiteur qui résiste ou qui fait preuve de mauvaise foi et qui va se voir être saisi dans ses biens. Ça, ce sont les acteurs principaux. Mais il peut se faire aussi que la saisie n'est pas faite entre les mains du débiteur. Donc la saisie ne se fait pas entre les mains du débiteur, mais entre les mains d'un tiers. Donc ce tiers-là devient aussi acteur dans la procédure. Alors, pour cette matière, nous n'avons pas voulu le diviser en plusieurs chapitres, mais seulement en deux grands éléments. Tout ce qui constitue la base que nous avons mis dans les notions et principes de base, et les formes de saisie elles-mêmes ont été reportées à la deuxième phase. Nos textes, c'est-à-dire l'acte uniforme lui-même dans ses dispositions, parce qu'il est tout le temps question des exploits qui doivent contenir autant de mentions. Et les mentions qui sont prévues là, à peine de nullité. Donc nous n'avons pas pu tout mettre sur notre petit support ici. Ça ne pouvait pas aller. Alors c'est même des voies d'exécution. Et tel que se définit là, que ces voies d'exécution sont légales et que le débiteur ne s'est pas volontairement exécuté. Et dans ce cas, ces biens sont saisis, vendus, et le prix qui en résulte est remis au saisissant, qui est le créancier. Le saisissant
va donc aller auprès de ce tiers pour dire votre créancier à vous, c'est mon débiteur. Et donc, moi je vais saisir sa créance qui est entre vos mains pour me la faire attribuer. Là nous parlions d'argent, mais s'il s'agit d'un bien mobilier, la troisième possibilité, se faire délivrer pour restituer un bien mobilier corporel retenu par le débiteur. C'est ce que nous entendons là par les voix. Je le disais hier, nous allons nous interroger par rapport à notre législation nationale, quelles sont les dispositions qui sont abrogées et celles qui vont rester en vigueur. J'ai, à titre indicatif et peut-être pour soumettre ça à la discussion de l'ensemble, j'ai juste indiqué le code de procédure civile. Notre loi organique qui a remplacé le code de l'organisation de la compétence judiciaire, notre loi organique de 2013, et j'ai indiqué aussi l'ordonnance loi portant organisation du barreau, du code des censeurs judiciaires et du code des mandataires de l'État avec ces mesures d'exécution. Ici d'harmonisation, mais il n'est pas exclu que d'autres textes puissent être concernés parce que la loi organique telle que je l'ai mise là-bas ne se trouve pas dans l'harmonisation. On a regardé simplement, on voit même ici, il y a des dispositions en rapport, on parle de saisie-arrêt. Ben, on se dit, mais qu'est-ce que cette saisie-arrêt devient, même s'il a été, la loi a été adoptée après que notre pays ait adhéré. Bon, le barreau, si vous avez votre ordonnance, soit c'est votre livre de gérer des honoraires qui sortent. Là, vous avez l'article 111 d'abord, soit si j'ai bien visé la chose. Article 111. Quelle que soit la valeur du litige, les présidents des tribunaux de paix ou, à défaut, les présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale. 113. Article 113. Les tribunaux de grande instance connaissent de l'exécution de toute décision de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relèvent de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de l'exécution des autres actes authentiques. 115. Article 115. Les cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail. 116 alinéa 1. Article 116. La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matière civile, commerciale et sociale. La manière dont on va pouvoir interpréter ce texte, savoir si ils sont
toujours en vigueur ou si on peut les comprendre de manière restrictive en considération de ce que, par exemple, pour la Cour de cassation, toutes les matières qui sont régies par le droit WADA, matière commerciale, ce ne sera plus la Cour de cassation. Vous voyez bien. Mais nous trouvons une disposition comme ça, intervient en 2013 dans notre législation interne. Quel est le sort de cette disposition? Cette disposition tombe, et les négociations tombe caduque d'elle-même. Vous avez répondu à cette préoccupation hier, quand vous présentez au WADA, vous avez dit les lois antérieures et celles postérieures. Nous savons, justement, nous avons les cas pratiques, donc postérieurs. Et nous le disons parce qu'aujourd'hui nous sommes plus nombreux qu'hier. Hein. Hier, comme il y avait la pluie, généralement quand il pleut, tout le monde, on a tendance à rester chez soi. Hier, nous avons posé la question aussi sur l'antépé de la disposition qui tombe. Vous avez répondu que c'est la partie concernée. Tout à fait. Merci. Préalable obligatoire pour arriver à la voie d'exécution dite saisie pour toute créance contractuelle. Est-ce qu'on peut répondre? Moi, je pense que la réponse à cette question, je considère que cette question est prématurée. Il aurait fallu que le président attende que vous continuez, que vous évoluez. Peut-être qu'il trouvera la réponse à sa question. C'est beaucoup mieux. Bon, c'est aussi une voie, mais on peut quand même essayer de voir, de nous dire que, vous voyez, nous sommes dans un seul acte uniforme, mais les matières sont totalement différentes. Peut-on, on va y répondre peut-être de manière concrète. Est-ce que si quelqu'un qui a une créance contre une personne ne passe pas par l'injonction de payer et vous saisir pour pouvoir saisir, est-ce qu'il y a un préalable? Je n'ai pas vu de disposition là-dessus. Donc on pourrait peut-être lire beaucoup plus attentivement pour savoir si c'est un préalable. Mais ce n'est écrit nulle part. Parce qu'en pratique, nous ne mettons pas ça comme un préalable. La manière dont vous avez échelonné les choses, c'est comme si pour toute créance contractuelle, l'injonction à payer devient un préalable. Comme on l'avait dit hier, une créance certaine, liquide, exigible, c'est une possibilité pour pouvoir emprunter les voies d'exécution. Deuxième élément, c'est et la conjonction court a son importance parce que certaines saisies ne sont pas conditionnées par la possession d'un titre exécutoire. Verbal de conciliation sur laquelle est apposée la formule exécutoire, cette formule exécutoire vaut réquisition directe. Comment ça se fait? J'ai mis direct là en Cincinnati. L'exécution, le greffier d'exécution descend sur les lieux pour aller exécuter, donc excusez pour cette topologie, exécuter un jugement rendu. Il peut requérir la force de l'ordre auprès du procureur pour lui prêter main forte en cas de résistance. Et là, le procureur peut lui joindre cette force-là. Ça peut être la police souvent. C'est ce qui s'est fait. Mais en disant la formule exécutoire pour réquisition directe, c'est-à-dire avec cette formule-là,
vous ne pouvez plus recourir au procureur. Vous pouvez directement descendre à la police et voir le commandant là-bas. Il vous donne la force et il vous donne les éléments pour aller exécuter. C'est dans cette optique-là que j'ai compris. S'il n'y en a pas, donc, nous, ici, dans cette salle, nous interprétons ces dispositions comme telles. Donc, lorsque l'huissier de justice du centre rencontre une résistance, eh bien, il peut requérir directement la force pour pouvoir l'aider à l'exécuter. Sans faire rapport au chef de la juridiction. Ça, c'est un autre aspect. Parce qu'on dit, on verra plus tard, quelque part, que lorsque le l'huissier rencontre des difficultés sur le terrain, il s'en réfère au chef de juridiction. Est-ce que c'est la résistance ou bien c'est les difficultés de quel ordre? De toutes les façons, les choses iraient mieux si le chef de mission est informé. On sait que voilà, il y a eu telle difficulté et donc l'huissier a fait recours à la force. Il ne perd rien. On a vu. Pour que c'est pourquoi vous n'avez pas invité la force vive. Tous ceux qui sont venus ici ont eu formellement une invitation. Ils ont appris, ils sont venus. Alors. C'est Maître Poncien Salé. Je suis avocat au barreau de Lubumbashi. Je suis ici à Académie parce que je suis sous l'étendue du ressort de la cour d'appel de Lubumbashi. Justement, maître, vous êtes en train de participer à une formation qui se déroule ici dans la salle Saint-Albert et Victor sur l'OHADA. Vous pouvez nous dire, vous, qu'est-ce qui vous intéresse beaucoup plus? Je suis intéressé par la totalité de ce qui nous est soumis comme matière de la dite formation, étant donné qu'elle constitue une première ici à l'Académie. Et ça vient juste consolider d'abord notre connaissance en général, et particulièrement dans les domaines précis. Raison pour laquelle nous en sommes vraiment attirés. Et ça vaut la peine que nous puissions aussi maîtriser ce qui nous est transmis comme matière de la formation en guise de bien faire appliquer la loi que nous utilisons chaque jour, de près ou de loin. Qui figure à notre diapo de droit commercial général. C'est un acte uniforme assez volumineux, assez complexe. Et comme nous n'avons pas cessé de le dire, nous vous donnons juste envie de pouvoir aller plus loin. Tout ce que nous faisons ici, nous disons, c'est à titre de simple introduction à cette matière de droit au OHADA. Alors, s'agissant donc de ce droit au OHADA, nous n'avons pas, comme on vous l'a dit, examiné tout l'acte uniforme, parce que nous n'avons pas le temps de pouvoir le terminer. Nous avons choisi donc certaines matières qui nous paraissent intéressantes pour les échanges entre nous. Cette protection, les conditions d'accès, les conditions d'exercice. Nous allons parler d'une partie très extrêmement importante. Nous allons voir le fonds du commerce et peut-être éventuellement, si le temps le permet, encore des intermédiaires de commerce. On verra bien si on va y arriver. Alors, lui-même est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Le législateur OHADA ne dort pas. Chaque jour ici, les travaux se font et donc on ne soit pas étonné que
le texte sur lequel on avait échangé aujourd'hui, que demain ça ne soit plus celui-là, par notre législateur OHADA, qui est comme on... Donc au niveau de l'OHADA, nous n'avons pas un parlement, notre parlement c'est... Alors, la formation a démarré depuis le 20. Conseiller, vous voulez bien nous dire le bien fondé de cette formation? Bon, l'objet, c'est l'OHADA, le droit au OHADA. Comme on doit le savoir, notre pays est membre de l'OHADA depuis le 12 septembre 2012. L'OHADA étant un espace juridique en droit des affaires. Alors, étant membre de l'OHADA actuellement, et que l'OHADA devant produire des lois qui sont applicables en RDC, il faut que les praticiens sachent le contenu de ces lois-là qu'on appelle actes uniformes. Donc la raison de notre présence ici, avec l'appui de la Commission nationale OHADA, c'est de pouvoir assurer la formation des avocats, des greffiers et autres opérateurs économiques et juridiques en matière de droit OHADA. Alors, vous voulez bien d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette loi uniforme, vous voulez bien nous en parler en quelques lignes? Bon, tout part du traité pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ce traité a été signé pour la première fois en 1993. Donc, il y a certains États africains qui se sont retrouvés, qui ont vu que les économies africaines n'arrivaient pas à démarrer, à cause notamment de la confiance que les opérateurs économiques ou les détenteurs des capitaux n'avaient pas dans nos États. Nous, ils se sont dit, il faut envisager une structure où il y a des règles qui sont simples, modernes et adaptées à nos économies africaines, qui puissent attirer des investisseurs, non seulement étrangers, mais aussi nationaux, afin que l'Afrique constitue un nouveau pôle de développement. Voilà, si on a quelque chose, mais à quel niveau vous jugez notamment la participation de tous ceux qui sont invités? Non, elle est très intéressante, elle est très active. Donc les interlocuteurs à la formation sont à la hauteur et ils demandent qu'ils sont des praticiens, ils sont intéressés à la chose et la formation se déroule très bien, à la satisfaction de tous. Que veut-on voir après cette formation? Oui, après cette formation, c'est que le droit OHADA s'applique maintenant parce qu'il est censé être meilleur que le droit ancien que nous sommes en train de laisser. Concrètement, conseiller, qu'est-ce qu'on va voir de changement? Le changement d'abord, c'est par exemple de faire en sorte que les opérateurs économiques se fassent identifier, tous, petits ou grands, au greffe du tribunal de grande instance ici. Parce que le registre du commerce et du crédit immobilier, qui est encore ici, c'est un instrument important, non seulement pour être en relation d'affaires avec d'autres des bailleurs ou des gens qui vont donner du crédit, mais aussi parce que ça donne des avantages sur le plan des procédures, n'est-ce pas? Et alors, c'est cet encouragement-là que nous donnons. Et la formation aussi permet à ce que ceux qui doivent appliquer le droit, comme les magistrats, puissent le faire, parce que c'est un peu ça aussi l'objectif de l'OHADA, c'est assurer la sécurité judiciaire. Lorsque vous avez raison dans une juridiction et que le juge est compétent, il vous rend la décision conformément à la loi. À moins que vous n'ayez une autre chose à dire, mais merci.